très rapidement. 1200 soldats sont attendus aux côtés d'une force africaine qui comptera à terme 3600 hommes. Objectif, mettre fin aux violences, permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et accompagner le pays dans une transition politique. C'est la 7e intervention militaire française en Centrafrique. Celle-ci peut-elle remettre le pays sur rail ? On en parle avec nos invités ce soir. Marie-Reine Hassen, ancienne ministre déléguée aux Affaires étrangères en Centrafrique. Vous êtes également présidente du mouvement Rassemblement et Changement en Centrafrique. Le ministre de l'économie de la République centrafricaine, M. Abdallah Kadre Hassan, nous a rejoint sur ce plateau. Seydi Kaba est avec nous, rédacteur en chef à Jeune Afrique. Emmanuel Dupuis est également avec nous, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On va regarder, juste avant de continuer ce débat, un extrait d'un reportage qui avait été diffusé il y a quelques semaines seulement sur France 24. L'une de nos équipes avait accompagné une équipe de l'ONU près de Bossangoa, l'une des grandes villes du nord du pays, où la présence sécuritaire s'était effondrée. Vous allez voir, le résultat est dramatique pour les populations civiles. C'est un extrait du reportage. À 50 km de Bossangoa, les soldats de notre escorte découvrent l'horreur. Un village réduit en cendres. 2 femmes sortent de la brousse. Elles nous montrent un premier corps, puis un second. Au total, 6 victimes assassinées à coups de machette. Jamais de ma vie. J'ai jamais vécu ça. À la nuit tombée, des dizaines de villageois accourent, des femmes et des enfants affolés, hagards. On va regarder tout de suite une carte de la Centrafrique. Les militaires français sont actuellement au nombre de 600 en République centrafricaine. 350 militaires supplémentaires étaient prépositionnés au Cameroun voisin. Ils devraient prochainement rejoindre la Centrafrique. Et vous voyez en jaune sur la carte les poches d'instabilité prioritaires où des violences, des exactions ont été commises ces derniers mois et les axes que la force française devra sécuriser qui partent de Bangui pour rejoindre le Cameroun voisin et le Tchad. Ça permet de se faire une idée de la situation. Emmanuel Dupuis, est-ce que vous pensez que l'objectif qui consiste à stabiliser le pays sur un plan purement sécuritaire d'abord, est-ce que cet objectif-là peut être atteint et dans quel délai selon vous ? Alors, il sera tout à fait réalisable puisque c'est l'objectif que la communauté internationale s'attend à ce que la France joue en tant que nation cadre. Comme ça a été dit par le président Hollande, ce n'est pas la première fois que nous agissons dans ce cadre précisément. Mais je crois qu'il y a un élément que nous avons oublié dans le débat, c'est que la mission française a un objectif final, c'est de sortir et c'est de ne pas y rester comme on a pu le percevoir dans d'autres cieux. Donc l'objectif prioritaire, il est d'accompagner la montée en puissance, ce qu'on appelle la génération de force, qui est en train de se réaliser sous l'égide de la MISCA, mais en même temps, il y a un autre objectif, et je pense que la France jouera pleinement son rôle de ce point de vue, c'est de reconstituer un outil de sécurité pour ce pays. Un outil de sécurité pour assurer la sécurité du quotidien des Centrafricains et d'assurer la sécurité des frontières également. Donc à la fois police et à la fois forces armées. Et ça, c'est faisable sans rester des années en Centrafrique? Parce que depuis que Michel Djotodia est arrivé au pouvoir, à la faveur d'une rébellion, je le rappelle, la rébellion qui l'a porté au pouvoir, qui effectivement, on le disait en première partie de ce débat, est maintenant rebaptisée FACA, les forces régulières de Centrafrique, ne semble pas à même de stabiliser le pays. Tout est à reconstruire et tout dépend effectivement de la temporalité de la mission des Nations Unies. Souvenez-vous que le ministre de la Défense avait évoqué un mandat qui ne durait pas plus de 6 mois. Or, la résolution des Nations Unies précise 1 année. Donc ça veut dire que les Français sont en force de phase, mais d'autres forces armées viendront les rejoindre. En tout cas, il faut l'espérer, puisque dans la prise de parole du président de la République, on a entendu le mot Europe qui est arrivé, et sous forme de solidarité, mais peut-être sous forme de solidarité plus concrète, comme ça a été le cas au Mali. Donc c'est tout à fait réalisable, mais il faut commencer par le commencement. Les forces armées centrafricaines n'existent pas ou peu, et donc il faut les reconstruire. Et donc il faut les reconstruire sur le plan humain, il faut les reconstruire sur le plan du matériel. Une bonne partie du matériel est entre les mains de ces milices qui sèment la désolation. Le premier objectif, c'est d'assurer la continuité de la vie au quotidien, et donc d'arrêter ces massacres, d'où qu'ils viennent. Ce que la France n'a pas fait dans les dernières 24 heures. Il faut quand même souligner que l'armée française a préféré attendre le feu vert de l'ONU. Je pense que les critiques... Et il se peut que son attentisme ait quand même coûté 130 vies. Oui, alors ça c'est une polémique.
Bon, vas-y. En même temps, comme on sait, le souci de la France, c'est de ne pas donner l'image qu'on revient à la France-Afrique, d'autant que le président Hollande a promis le 58e engagement de sa campagne électorale de mettre fin à la France-Afrique. C'est avoir le feu vert de l'ONU pour que cette caution internationale enlève la dimension france-africaine. Donc il fallait attendre le mandat international. Il était sans doute... on ne peut pas imputer à la seule France, puisqu'il y avait aussi une force africaine qui était là, la force de la FOMAC aussi, avec pour mandat de protéger les citoyens, même si les effectifs et les moyens n'ont pas permis qu'elle agisse. C'est tout à fait regrettable que 130 vies qu'on aurait pu épargner aient été perdues. Ça, c'est absolument important. Mais je crois, pour embrayer sur ce que Emmanuel Dupé a dit, je pense que la vocation de la France n'est pas de la force française qui va être déployée, n'est pas de rester aussi longtemps en France, en Centrafrique, jusqu'à ce qu'on mette en place une armée centrafricaine. D'autant qu'il y a un calendrier politique qui va amener à des élections et ça appartiendra aux autorités légitimes qui vont être élues de Centrafrique d'être accompagnées par la communauté internationale pour la création d'une véritable armée régulière centrafricaine. Maintenant, la force qui va être déployée, à la fois la MISCA et la force française, vont permettre de rétablir l'ordre public et la sécurité à Centrafrique, ce qui est déjà un élément important. Ça va permettre de neutraliser tous les éléments incontrôlés qui, chaque nuit, passent dans les maisons pour piller, passent à l'échevêché, je ne sais pas, passent dans différents endroits. Donc ça va permettre au moins de rétablir la sécurité. Et à partir de là, le calendrier politique va se dérouler et ça va permettre de revenir à une situation de l'État. Parce que là, vous êtes assez optimiste, vous êtes relativement optimiste sur cette intervention. Oui, il y a un calendrier. Il y a un calendrier. Et aujourd'hui, il faut... L'intervention doit permettre des élections législatives et présidentielles début 2015. Va permettre de reconstituer d'abord l'État centrafricain, qui n'existe pas, Karim. Moi, je vais vous dire. Marie-Reine Hassel, qui voulait intervenir depuis Monsieur le ministre, un tout petit instant. En fait, le problème centrafricain est très profond et a des racines, vous savez. Et aujourd'hui, ce qui arrive en Centrafrique, ce n'est pas seulement le fait de la Séléka. La Séléka est venue, disons, achever une situation qui était là depuis 3 décennies. Ça fait 3 décennies que ce pays n'arrête pas de plonger à chaque pouvoir. On descend de plus en plus bas. Et la Séléka est arrivée dans un pays qui n'avait déjà plus d'État du tout. Et la France est déjà intervenue 7 fois dans ce pays. Néanmoins, vous êtes optimiste quant au résultat à moyen terme de cette intervention. C'est pour ça, justement, que mon plan de sortie à moi, il est très simple. On ne va pas continuer comme ça éternellement à faire appel à la France, à faire appel aux autres pour venir réparer nos bêtises. Parce que ce sont là des bêtises centrafricaines. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut régler ce problème une fois pour toutes, de manière définitive. Et comment est-ce qu'on va régler ça de manière définitive? C'est très simple. Les forces internationales, moi je ne dis pas seulement les forces françaises, parce que les Français seuls n'arriveront pas à régler ce problème-là. C'est pour ça que moi je demande depuis des mois des forces internationales, et je dis il faut au moins 10 000 personnes. 10 000 soldats en armes, en international. Pourquoi? Parce que ce pays est très large. Est-ce que vous souhaitiez l'intervention de forces internationales, notamment françaises, en mars dernier, pour éviter que le régime de François Bozizé ne soit chassé du pouvoir? Non, le régime de François Bozizé n'avait pas lieu d'être maintenu au pouvoir. Parce que si, au bout de 10 ans, ce pays a plongé autant... c'est parce qu'il y a eu une très mauvaise gouvernance. Donc il n'avait pas lieu de se maintenir au pouvoir. Non, non. Mais n'y a-t-il pas une incohérence française à dire, il y a moins d'1 an, nous n'intervenons pas en Centrafrique, c'est un problème africain, effectivement le problème doit être réglé par eux, entre eux, et dire 8 mois plus tard... Maintenant, nous intervenons pour éviter les violences. La situation a changé. Oui, la situation a changé, parce que je pense que la France a estimé que les personnes qui arrivaient au pouvoir étaient peut-être de bonnes personnes qui allaient effectivement rétablir la situation, parce que la situation était désastreuse déjà, hein. Moi, j'étais ministre là-bas, je peux vous le dire, c'était absolument épouvantable. Et on a espéré que ces personnes allaient rétablir la situation. Mais en fait, bon, ça a été tout autre chose.
Monsieur le ministre. En fait, moi je pense que déjà, comme Madame le ministre venait de dire, bien avant que Séléka n'arrive au pouvoir, en fait, il n'y avait plus de forces armées centrafricaines. C'était une force qui était complètement déconfitue. Et donc, c'est ça qui a permis à la Séléka d'entrer triomphalement à Bangui. Maintenant que la Séléka est arrivée et qu'il y a une reconstitution qui se fait, et donc il y a un travail qui se fait à l'heure actuelle sur le terrain. Si la France a changé effectivement de langage, c'est parce que le travail qui, en principe, devrait être fait par la MICOPAX n'est pas fait. Et donc, pour l'actuelle force africaine sur le terrain, l'actuelle force qui est passée donc de la MICOPAX. On va regarder d'ailleurs pendant que vous parlez une carte qui va montrer où sont déployées les forces africaines. Il y a un problème de moyens. Et donc, cette MICOPAX ne pouvait pas faire correctement le travail. Et donc, aujourd'hui, la France est obligée de monter au créneau pour venir en appui en termes, n'est-ce pas, de matériel, pour permettre au moins d'appuyer tous les efforts qui sont faits sur le terrain pour la reconstitution. On regarde, Monsieur le Ministre, cette carte ensemble. On regarde la carte de la Centrafrique ensemble. Vous disiez que la MICOPAX, la force africaine, qui a eu plusieurs noms, qui s'appelle maintenant MISCA, qui va s'appeler MISCA, est déployée sur le terrain, mais à trop petite échelle, si je comprends bien ce que vous dites. Et ce sont les points bleus. Excusez-moi, non. Ce sont les points jaunes sur la carte. Et c'est principalement dans ces zones à risque et à problème qu'est déployée la MISCA actuellement. On va aller tout de suite rejoindre notre envoyé spécial à Bangui, Mathieu Mabin, qui nous rejoint dans ce débat. Mathieu, aujourd'hui, quelle est l'attente concrète des habitants de Bangui qui, on le sait, on l'a vu dans les reportages, attendent depuis plus de 48 heures l'arrivée des Français? Écoutez, de manière générale, sans les distinguer selon leur sensibilité, de manière générale, la principale attente des habitants de Bangui, c'est le retour au calme. C'est l'arrêt des combats, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Depuis 4 heures du matin, la nuit dernière, Bangui est un champ de bataille. Ce que nous avons observé aujourd'hui nous l'a rappelé. Il y a eu de très nombreux morts dans les rues de Bangui aujourd'hui. Nous avons sillonné un quartier tout proche de l'endroit où je me trouve, qui est un quartier à majorité musulmane, où nous avons coté avec l'équipe de France 24 132 corps. Nous n'avons vu qu'un seul quartier et nous n'avons parlé que de Bangui. La République centrafricaine est un grand pays. Bangui n'a pas été le seul théâtre de troubles aujourd'hui. Quelques informations nous arrivent de province, de Bossangoa notamment, et nous disent que la situation là-bas n'était pas bien meilleure. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui se sont rendus dans ces zones-là, donc on a assez peu d'échos. Les militaires français n'y sont toujours pas, et l'administration centrafricaine y est aujourd'hui assez faible. Donc très peu d'informations sortent. Je crois que ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que la violence qui a frappé Bangui aujourd'hui promet de se propager au pays s'il n'y a pas une intervention rapide ou un retour au calme rapide. Emmanuel Dupuis. Alors, je voulais désexer un petit peu le débat, parce que vous évoquez le fait qu'il faille aussi penser à la réflexion politique et à l'avenir, la stabilisation. Une fois qu'on a obtenu la sécurisation, je crois que la France n'est pas le seul pays à s'être penché au chevet de la Centrafrique. Il y a quelques semaines de cela, s'est tenu à Bangui la signature d'un document fort, qui est le Pacte républicain, qui avait été travaillé en amont sous l'égide de la communauté de Saint-Egidio, qui travaille déjà depuis une année à mettre ensemble tous les acteurs du conflit centrafricain. Je crois d'ailleurs qu'il y a des représentants du gouvernement qui ont paraphé ce document, et je crois évidemment que c'est un signe fort qui prouve que quand on arrive à percevoir l'issue, c'est-à-dire le processus électoral tel qu'il doit être achevé, on a effectivement les ferments sur lesquels l'ensemble de la communauté internationale doit agir. Je fais cette analyse... J'ai du mal à vous suivre sur la pertinence de cette réunion. Cette réunion prouve que la solution est avant tout politique, et qu'il faut avant tout que les acteurs en question ne règlent pas leur conflit à travers des milices interposées, car s'il y a eu un appel à une violence généralisée à un moment donné, c'est qu'il y a sans doute eu un appel qui a été lancé pour que cette violence soit cristallisée. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas que les milices anti-Balaka sont soutenues par l'ancien président, mais qu'à un moment ou à un autre, on peut se poser la question de savoir quelle est l'opportunité et le timing. Et je crois que le timing est très important. Ces violences se sont produites juste avant la résolution des Nations Unies. Pour répondre à votre question, la France doit allier légalité et légitimité. Légitimité, c'était acquis.
Maintenant, la légalité est au rendez-vous. Les milices anti-Balaka, des milices chrétiennes qui sont attaquées jusqu'à présent à des cibles et à des civils musulmans, on sait aussi que ces milices sont généralement loyales, vous le disiez, au président déchu François Bozizé. Si je comprends ce que vous dites, les milices anti-Balaka sont un levier pour le président déchu. En tout cas, c'est un moyen pour peser sur la politique centrafricaine. C'est un moyen, en tout cas, de faire entendre un agenda qui ne peut plus mener sur le terrain politique. Moi, je doute que ce soit l'ancien président de la République qui soit derrière les anti-Balaka. Ce sont simplement des villageois qui en ont eu assez d'être massacrés par la Seleka. Et pourtant, ils le disent. Et qui ont pris les armes pour... ils le disent, ils qui ont été soutenus par des FACA. De toute façon, laissez-moi vous dire une chose, et je veux insister là-dessus. C'est que la Centrafrique, c'est un never-ending story. C'est une histoire sans fin. Et c'est une répétition sans fin. Et je dis aujourd'hui... Du fait de l'irresponsabilité de la classe politique absolument, vous avez raison. Parce que Emmanuel a bien fait de souligner cet accord, mais il y a eu d'autres accords. Il y a l'accord de Libreville, il y a des accords intercentrafricains qui ont été signés. Tous ces accords n'ont mené à nulle part à cause de l'irresponsabilité de la classe centrafricaine. Et donc j'arrive à ce que je voulais dire. Avec le potentiel qu'elle a, aurait pu être un pays phare en Afrique. Ce pays est producteur de diamants, verdoyant. Aujourd'hui, il se retrouve dans la situation qu'on vit. Et donc, c'est pour ça que j'insiste pour dire aujourd'hui, nous devons, mais ça fait longtemps que je le dis, nous devons nous attaquer aux racines de cette insécurité. Et on ne l'a jamais fait. Parce que ces dialogues n'ont mené à rien. Pourquoi? Parce que ces dialogues se sont faits d'abord à l'extérieur du pays et ensuite ça s'est fait en dehors de la population, en dehors de toutes les couches de la société. Alors s'attaquer effectivement aux racines du mal plutôt qu'aux effets du mal. Je me tourne donc vers Monsieur le ministre. Comment fait-on? Vous avez été ministre sous l'ancien président François Bozizé. Vous êtes ministre sous le président actuel, le président intérimaire Michel Djotodia. Comment fait-on aujourd'hui pour que la situation ne se reproduise pas, pour que ce ne soit pas un cycle sans fin, comme nous le disait Mme Hassen? Moi, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait de la bonne gouvernance, c'est-à-dire que le partage du pouvoir soit assuré. Mais force est de constater que depuis 8 mois, votre gouvernement, en tout cas, n'a pas réussi à remettre le pays sur rail. Bien, mais nous avons fait quand même des efforts. Je pense qu'à l'heure actuelle... Avec quel résultat? C'est ça la question. Bien, je pense que les résultats, c'est tout ce que vous êtes en train de constater. Il y a des débordements, mais aujourd'hui, ce sont les milices qui sont en train, n'est-ce pas, de se constituer tout simplement pour intervenir, tout simplement pour annuler tous les efforts que le gouvernement d'union nationale est en train de faire. Mais ce qu'on constate depuis le début de ce débat, je suis désolé de vous le dire ainsi, mais c'est un échec. C'est un échec au niveau national en Centrafrique. Non, en fait, le pays sort de très loin. En principe, si le gouvernement n'a pas pu vraiment faire le travail pour le moment en termes de réconciliation nationale, vous avez vu le Conseil national de transition, il y a eu toutes les couches de la société qui sont représentées et qui sont en train vraiment de faire le travail. Au niveau du gouvernement, c'est un gouvernement d'union nationale. Même le parti de l'ancien président Bozizé est également représenté dans ce gouvernement. Mais force est de constater aujourd'hui que des milices sont constituées tout simplement pour attaquer tous les résultats que nous sommes en train de réaliser. Donc pour vous, monsieur le ministre, il manque juste un ingrédient. Il manque juste un ingrédient pour que la Centrafrique avance sur le chemin de la stabilité, c'est tout simplement un gendarme qui puisse faire la loi sur les axes principaux dans les provinces et les problèmes sont réglés. Non, nous voulons absolument que non seulement l'intervention française viendra nous aider pour construire normalement les forces armées centrafricaines, parce que nous sommes en train de mettre en place la réforme du secteur sécurité. Et là, nous travaillons d'arrache-pied avec le BINUCA et également avec l'Union africaine là-dessus. Et l'arrivée des forces françaises nous permettra effectivement de mettre en place toutes ces réformes de secteur sécurité que nous sommes en train de mener, avec la formation, n'est-ce pas, des policiers et des gendarmes qui vont effectivement être déployés sur le terrain. Malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des régions qui sont en train, n'est-ce pas, de travailler dans la stabilité. Ce n'est pas tout le pays. Il n'y a que Bossangoa, il n'y a que sur les cartes de la Centrafrique. Si le gouvernement n'avait rien fait, toutes ces régions aujourd'hui devraient s'embraser. Et donc, si aujourd'hui on n'a que Bois, qui est la région
la région du président François Bozizé. Et nous avons également la région de Bouar, qui est donc l'axe de ravitaillement de la République centrafricaine. Et donc, ces milices sont vraiment très bien coordonnées, tout simplement, pour bloquer tous les efforts que le gouvernement est en train de faire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous appelons très fortement l'intervention française pour nous aider effectivement à avancer, surtout dans la feuille de route que nous avons mise en place. Sidi Kaba, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui pour remettre le pays sur la voie de la stabilité? Ou est-ce que, notamment en ce qui concerne les relations entre populations chrétiennes, qui sont majoritaires dans le pays, et les populations musulmanes, qui avaient très bien vécu ensemble? Oui, oui, absolument. Oui, les populations, la question de la cohabitation et de la tolérance en Centrafrique ne s'opposait pas. C'est le problème politique qui est venu s'y mixer et qui a créé cette situation. Mais comme vous dites, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois qu'à partir du moment où on a rétabli l'ordre... Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour dans les violences? Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'on ait atteint un point de non-retour. Il y a un travail de pédagogie, un travail de réconciliation nationale et de pardon qu'il faudra mettre en route, qui prendra du temps, mais on pourra cicatriser parce que c'est une population qui a coexisté, qui est liée par des liens de mariage, de liens de cohabitation, de liens d'intérêt. Donc, il y a une possibilité de retrouver cette synergie d'antan, mais c'est un travail qui prendra du temps. Et nous, à Jeune Afrique, j'insiste beaucoup, on a incriminé la classe politique. Il faut que tout ça, l'extérieur ne peut pas apporter la solution. Il faut que la classe politique centrafricaine prenne conscience de ses missions et que l'aide extérieure vienne accompagner sa volonté de faire de la Centrafrique un pays qui marche. Et c'est pour ça que je préconise une réconciliation nationale, une assise nationale qui va se passer en Centrafrique, avec toutes les couches de la société centrafricaine, y compris les gens qui sont dans l'arrière-brousse. Pourquoi? Parce qu'il faut un débat public de tout le monde en Centrafrique pour dire pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays et comment on veut y arriver. Un débat public à l'échelle nationale. Monsieur le ministre, je suis désolé, en fait, ça sera le mot de la fin pour Mme Hassen. Je voulais intervenir. En fait, c'est en fait l'idée du président de la République qui, aujourd'hui, est en train d'aller vers une conférence nationale en République centrafricaine. Il faudrait que nous, la classe politique, la société civile, que les gens se retrouvent pour parler, pour discuter la République centrafricaine. Et donc, si cette conférence doit avoir lieu, ça sera en République centrafricaine pour que tout le monde puisse participer et voir comment nous pouvons trouver, n'est-ce pas, les voies et moyens de sortie de crise. Le message est passé. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Ministre, et à tous nos invités de nous avoir rejoints sur le plateau de France 24. On est pour l'instant encore loin de cette conférence. On est dans les toutes premières heures de l'opération Sangaris, que l'on va bien sûr continuer à suivre en détail ici sur France 24. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour le débat de France 24. Et je rejoins maintenant Karim Yayaoui qui va également nous parler Centrafrique, du moins un petit peu. Un petit peu. Alors, sur les médias. Alors on va jeter un petit coup d'œil. Bonsoir, on va jeter un petit coup d'œil à quelques sites d'information. Ici, c'est celui de Libération qui est plutôt pessimiste. Alors sur votre plateau, vous avez évoqué les tensions qui ont déjà émergé entre les différentes composantes du pays, notamment religieuses. Alors cet article est plus pessimiste que ce qu'on a pu entendre tout à l'heure, en expliquant que c'est vrai qu'il y avait une capacité à vivre ensemble depuis des années, mais qu'elle est fragile, qu'elle a été fragilisée par les derniers événements, et que ça va être un élément clé pour la stabilisation du pays. Autre élément qui est souligné dans cet article, c'est que ça sera difficile de déterminer qui sont les gentils, qui sont les méchants, et que contrôler et réussir à maîtriser la Séléka, ça ne sera peut-être pas suffisant pour ramener la paix dans ce pays. Et puis, alors cette dimension religieuse, elle est mise en exergue dans cet article du Parisien, avec cette lettre qui a été envoyée à l'ONU par les trois grandes figures des différentes communautés. Une lettre poignante et un véritable appel au secours, nous explique le Parisien. Alors, vous avez parlé du gendarme de l'Afrique, c'était un petit peu le titre de Libération, c'était le titre de Libération, pas le gendarme, mais un gendarme en Afrique avec François Hollande en terre africaine. Alors évidemment, dès qu'on utilise cette formule, on a des critiques qui commencent à émerger, notamment, je vais vous montrer cet article qui est en fait un blog abrité sur le site de Mediapart, Centrafrique ou France-Afrique. Quoi qu'en dise le gouvernement, nous explique José Espinosa, le rôle de gendarme africain saute aux yeux du monde après le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Mali. C'est le tour de la Centrafrique, même si on ne peut pas mettre toutes ces interventions sur un même niveau et avec les mêmes raisons
d'intervenir. Même scepticisme, cette fois-ci, ce n'est pas un blog, mais le site même de Mediapart qui évoque cette politique de François Hollande qui reste floue. C'est la deuxième fois de l'année qu'une intervention est lancée en Afrique, mais comment chasser ce spectre de la France-Afrique? Qu'est-ce qui remplacera la France-Afrique? Eh bien, difficile parfois de tracer des lignes claires entre influence et tutelle. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que François Hollande n'a pas affaire à une opposition particulièrement hostile dans cette intervention, même si on demande des précisions. Ici, c'est le leader de l'opposition, Jean-François Copé. Et des précisions qui seront données au Parlement. François Hollande l'a annoncé tout à l'heure sur notre antenne, qui seront données au Parlement dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, Karim Yayoui. Un œil sur les médias. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24 dans quelques instants.